Valérie avait vécu les premières années de sa vie à Tréméven, un hameau à quelques kilomètres au nord de Guingamp. Dans les années 70, le début des années 80, le gouvernement et les collectivités locales avaient eu l'ambition de constituer en Bretagne un pôle massif de production de viande porcine, susceptible de rivaliser avec la Grande-Bretagne et le Danemark. Encouragés à développer des unités de production intensives, les jeunes éleveurs, dont faisait partie le père de Valérie, s'endettèrent lourdement auprès du Crédit Agricole. En 1984, les cours du port commencèrent à s'effondrer. Valérie avait 11 ans. C'était une petite fille sage, plutôt solitaire, bonne élève. Elle s'apprêtait à rentrer en 6e au CES de Guingamp. Son frère aîné, bon élève lui aussi, venait d'avoir son bac. Il s'était inscrit en classe préparatoire agro au lycée de Rennes. Valérie se souvenait du réveillon 84. Son père avait passé la journée avec le comptable de la FNSEA. Pendant la plus grande partie du repas de Noël, il était resté silencieux. Au dessert, après 2 verres de champagne, il parla à son fils. « Je ne peux pas te conseiller de reprendre la ferme, dit-il. Ça fait 20 ans que je me lève avant l'aube, que je termine ma journée à 8 ou 9 heures. Ta mère et moi, on n'a pratiquement jamais pris de vacances. Il suffirait que je vende maintenant, avec toutes les machines et le système de stabulation, et que j'investisse dans l'immobilier de loisirs. Je pourrais passer le restant de mes jours à me dorer au soleil. » Les années suivantes, les cours du port continuèrent à chuter. Des manifestations d'agriculteurs eurent lieu, marquées par une violence sans espoir. Des tonnes de lisier furent déversées sur l'esplanade des Invalides, plusieurs porcs égorgés devant le Palais Bourbon. Fin 1986, le gouvernement décréta dans l'urgence des mesures d'aide, puis annonça un plan de relance en faveur des éleveurs. En avril 87, le père de Valérie revendit son exploitation, pour un peu plus de 4 millions de francs. Avec le prix de la vente, il acheta un grand appartement à Saint-Quay-Portrieux, pour y vivre, et 3 studios à Torremolinos. Il lui restait 1 million de francs qu'il plaça dans des six-caves. Il put même, c'était un rêve d'enfant, faire l'acquisition d'un petit voilier. Il signa l'acte de vente avec tristesse et un peu de dégoût. Le nouveau propriétaire était un jeune type de 23 ans, célibataire, originaire de Lannion, qui venait d'achever ses études agricoles. Il croyait encore au plan de relance. Lui-même avait 48 ans et sa femme 47. Ils avaient consacré les meilleures années de leur vie à une tâche sans espoir. Ils vivaient dans un pays où l'investissement productif n'apportait aucun réel avantage par rapport à l'investissement spéculatif. Cela, maintenant, ils le savaient. Dès la première année, la location des studios lui apporta un revenu supérieur à celui de ses années de travail. Il prit l'habitude de faire des mots croisés, il sortait dans la baie en voilier, parfois pour une partie de pêche. Sa femme s'habitua plus facilement à leur nouvelle vie et lui fut d'une grande aide. Elle recommençait à avoir envie de lire, d'aller au cinéma, de sortir. À l'époque de la vente, Valérie avait 14 ans. Elle commençait à se maquiller. Dans la glace de la salle de bain, elle surveillait la croissance régulière de ses seins. La veille du déménagement, elle se promena longtemps entre les corps de ferme. Dans l'étable principale, il restait une dizaine de porcs qui s'approchèrent d'elle en grognant doucement. Le soir même, ils seraient emmenés par le grossiste et abattus dans les prochains jours. L'été qui suivit fut une période bizarre. Par rapport à Tréméven, Saint-Quay-Portrieux était presque une petite ville. Elle ne pouvait plus, en sortant de chez elle, s'allonger dans l'herbe, laisser ses pensées flotter avec les nuages, dériver avec les eaux de la rivière. Parmi les vacanciers, il y avait des garçons qui se retournaient sur son passage. Elle n'arrivait jamais tout à fait à se détendre. Vers la fin du mois d'août, elle rencontra Bérénice, une fille du CES qui allait rentrer avec elle en seconde au lycée de Saint-Brieuc. Bérénice avait 1 an de plus qu'elle. Elle se maquillait déjà, portait des jupes de marque, elle avait un joli visage aigu et des cheveux très longs, d'un extraordinaire blond vénitien. Elles prirent l'habitude d'aller ensemble à la plage Sainte-Marguerite. Elles se changeaient dans la chambre de Valérie avant de partir. Une après-midi, alors qu'elle venait d'enlever son soutien-gorge, Valérie croisa le regard de Bérénice posé sur ses seins.
Elle savait qu'elle avait des seins splendides, ronds, haut placés, tellement gonflés et fermes qu'ils en paraissaient artificiels. Bérénice tendit la main, frôla la courbure et le mamelon. Valérie ouvrit la bouche, ferma les yeux au moment où les lèvres de Bérénice s'approchaient des siennes. Elle s'abandonna totalement au baiser. Son sexe était déjà humide au moment où Bérénice glissa une main dans sa culotte. Elle s'en débarrassa avec impatience, se laissa tomber sur le lit et écarta les cuisses. Bérénice s'agenouilla devant elle, posa la bouche sur sa chatte. Son ventre était parcouru de contractions chaudes. Elle avait l'impression que son esprit glissait dans les espaces infinis du ciel. Jamais elle n'aurait soupçonné l'existence d'un tel plaisir. Elles recommencèrent tous les jours, jusqu'à la rentrée. Une première fois en début d'après-midi, avant d'aller à la plage, puis elles s'allongeaient ensemble au soleil. Valérie sentait peu à peu le désir monter dans sa peau, enlevait son haut de maillot pour offrir ses seins au regard de Bérénice. Elle rentrait presque en courant dans la chambre, s'aimait une seconde fois. Dès la première semaine de la rentrée, Bérénice s'éloigna de Valérie, évita de rentrer du lycée avec elle. Peu après, elle commença à sortir avec un garçon. Valérie accueillit la séparation sans réelle tristesse. C'était la voie normale. Elle avait pris l'habitude de se masturber tous les matins au réveil. À chaque fois, en quelques minutes, elle atteignait l'orgasme. C'était un processus merveilleux, facile, qui s'accomplissait en elle et qui installait sa journée dans la joie. À l'égard des garçons, elle éprouvait plus de réserve. Après avoir acheté quelques numéros de haute vidéo au kiosque de la gare, elle savait à quoi s'en tenir sur leur anatomie, leurs organes, sur les différentes procédures sexuelles, mais elle ne ressentait qu'une légère répugnance pour leurs poils, pour leurs muscles. Leur peau semblait épaisse et sans douceur. La surface brunâtre et ridée des couilles, l'aspect violemment anatomique du gland décaloté, rouge et luisant, tout cela n'avait rien de spécialement attirant. Elle finit quand même par coucher avec un type de terminale, un grand blond après une soirée en boîte à Paimpol. Elle n'eut pas tellement de plaisir. Elle recommença plusieurs fois avec d'autres, pendant ses années de première et de terminale. Il était facile de séduire les garçons. Il suffisait de porter une jupe courte, de croiser les jambes, d'avoir un chemisier décolleté ou transparent pour mettre ses seins en valeur. Aucune de ces expériences ne fut réellement concluante. Intellectuellement, elle parvenait à comprendre la sensation à la fois triomphale et douce qu'éprouvaient certaines filles à sentir une bite s'enfoncer dans les profondeurs de leur chatte, mais, à titre personnel, elle ne ressentait rien de semblable. Le préservatif, c'est vrai, n'arrangeait pas les choses. Le petit bruit flasque et répétitif du latex la rappelait constamment à la réalité, empêchait son esprit de glisser dans l'infini sans forme des sensations voluptueuses. Au moment du bac, elle avait à peu près complètement arrêté. 10 ans plus tard, elle n'avait pas vraiment repris, songea-t-elle avec tristesse en se réveillant dans sa chambre du Bangkok Palace. Le jour n'était pas encore levé. Elle alluma le plafonnier, considéra son corps dans la glace. Les seins étaient toujours aussi fermes. Ils n'avaient pas bougé depuis qu'elle avait 17 ans. Son cul lui aussi était bien rond, sans aucune trace de graisse. Indiscutablement, elle avait un très beau corps. Elle enfila pourtant un sweatshirt large et un bermuda informe avant de descendre pour le petit déjeuner. Avant de refermer la porte, elle se regarda une dernière fois dans la glace. Son visage était plutôt quelconque, agréable sans plus. Ni ses cheveux noirs et plats qui retombaient en désordre sur ses épaules, ni ses yeux très bruns ne lui apportaient réellement d'atouts supplémentaires. Elle aurait sans doute pu en tirer mieux parti, jouer sur le maquillage, se coiffer différemment, consulter une esthéticienne. La plupart des femmes de son âge y consacraient au moins quelques heures par semaine. Elle n'avait pas l'impression, dans son cas, que ça changerait grand-chose. Ce qui lui manquait, au fond, c'était surtout le désir de séduire. Nous quittâmes l'hôtel à 7 heures. La circulation était déjà dense.
Valérie me fit un petit signe de tête et s'installa au même niveau que moi, de l'autre côté du couloir. Personne ne parlait dans l'autocar. La mégalopole grise s'éveillait lentement. Des scooters occupés par des couples, avec parfois un enfant dans les bras de la mère, filaient entre les bus bondés. Une brume légère stagnait encore dans certaines ruelles proches du fleuve. Bientôt le soleil allait percer les nuages matinaux, il allait commencer à faire chaud. À la hauteur de Nontaburi, le tissu urbain s'effilocha, nous aperçûmes les premières rizières. Des buffles immobiles dans la boue suivaient l'autocar du regard, exactement comme l'auraient fait des vaches. Je sentis quelques trépignements du côté des écologistes jurassiens. Sans doute auraient-ils souhaité réaliser 2 ou 3 clichés de buffles. Le premier arrêt eut lieu à Kanchanaburi, ville dont les guides s'accordent à souligner le caractère animé et gai. Pour le Michelin, c'est un merveilleux point de départ pour la visite des contrées environnantes. Le routard, quant à lui, la qualifie de bon camp de base. La suite du programme impliquait un parcours de plusieurs kilomètres sur le chemin de fer de la mort qui serpentait le long de la rivière Kwai. Je n'avais jamais bien démêlé cette histoire de rivière Kwai, aussi tentais-je d'écouter les explications de la guide. Heureusement, René, muni de son guide Michelin, suivait au fur et à mesure, toujours prêt à rectifier tel ou tel point. En résumé, les Japonais, après leur entrée en guerre en 1941, avaient décidé de construire un chemin de fer pour relier Singapour et la Birmanie avec, comme objectif à long terme, l'invasion de l'Inde. Ce chemin de fer devait traverser la Malaisie et la Thaïlande. Mais que faisaient donc les Thaïs, au fait, pendant la Seconde Guerre mondiale ? Eh bien, en fait, pas grand-chose. Ils étaient neutres, m'apprit pudiquement Sun. En réalité, compléta René, ils avaient conclu un accord militaire avec les Japonais sans pour autant déclarer la guerre aux Alliés. C'était la voie de la sagesse. Ainsi, une fois de plus, ils avaient su faire preuve de ce fameux esprit de subtilité qui leur avait permis pendant plus de 2 siècles, pris en étau entre les puissances coloniales françaises et anglaises, de ne céder à aucune et de demeurer le seul pays d'Asie du Sud-Est à ne jamais avoir été colonisé. En 1942, quoi qu'il en soit, les travaux avaient commencé sur le secteur de la rivière Kwai, mobilisant 60 000 prisonniers de guerre anglais, australiens, néo-zélandais et américains, ainsi qu'une quantité innombrable de travailleurs forcés asiatiques. En octobre 1943, le chemin de fer était terminé, mais 16 000 prisonniers de guerre avaient trouvé la mort. Compte tenu de l'absence de nourriture, du mauvais climat et de la méchanceté naturelle des Japonais. Peu après, un bombardement allié avait détruit le pont de la rivière Kwai, élément essentiel de l'infrastructure, rendant ainsi le chemin de fer inutilisable. En résumé, il y avait eu pas mal de viande froide pour un résultat à peu près nul. Depuis, la situation n'avait guère évolué, et il demeurait impossible d'avoir une liaison ferroviaire correcte entre Singapour et Delhi. C'est dans un état de légère détresse que j'entamai la visite du Jihad Museum, construit pour commémorer les souffrances épouvantables des prisonniers de guerre alliés. Certes, me disais-je, tout cela était bien regrettable. Mais enfin, il y avait tout de même eu pire pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que si les prisonniers avaient été polonais ou russes, on aurait fait moins d'histoire. Un peu plus tard, il fallut subir la visite du cimetière des prisonniers de guerre alliés, ceux qui avaient en quelque sorte accompli l'ultime sacrifice. Il y avait des croix blanches, bien alignées, toutes exactement identiques. L'endroit dégageait un ennui profond. Ça me rappelait Omaha Beach, qui ne m'avait pas tellement ému non plus, qui m'avait plutôt, à vrai dire, fait penser à une installation d'art contemporain. Ici, m'étais-je dit avec un sentiment de tristesse que je sentais insuffisant, ici tout un tas d'imbéciles sont morts pour la démocratie. Le cimetière de la rivière Kwai, cela dit, était beaucoup plus petit, on pouvait même envisager de compter les tombes. Je renonçai assez vite à l'exercice. Il ne peut pas y en avoir 16 000, conclus-je cependant à voix haute. C'est exact, m'informa René, toujours armé de son guide Michelin.
Le nombre de morts est estimé à 16 000, mais dans ce cimetière, on ne trouve que 582 tombes. Ils sont considérés, il lisait en suivant les lignes avec son doigt, comme les 582 martyrs de la démocratie. Lorsque j'avais obtenu ma 3e étoile à l'âge de 10 ans, j'étais allé dans une pâtisserie pour me bourrer de crêpes au Grand Marnier. C'était une petite fête solitaire. Je n'avais pas de camarade avec qui partager cette joie. Comme tous les ans à la même époque, je séjournais chez mon père à Chamonix. Lui-même était un guide de haute montagne et un alpiniste confirmé. Il avait des amis dans son genre, des hommes courageux et virils. Je ne me sentais pas bien parmi eux. Je ne me suis jamais senti bien parmi les hommes. J'avais 11 ans la première fois qu'une fille m'avait montré sa chatte. Tout de suite, j'avais été émerveillé. J'avais adoré ce petit organe fendu, étrange. Elle n'avait pas beaucoup de poils. C'était une fille de mon âge. Elle s'appelait Martine. Elle était restée longtemps les cuisses ouvertes, maintenant sa culotte bien écartée pour que je puisse voir. Mais quand j'avais voulu approcher la main, elle avait pris peur, elle s'était enfuie. Tout cela me paraissait récent. Je n'avais pas l'impression d'avoir tellement changé. Mon enthousiasme pour les chattes n'avait pas décru. J'y voyais même un de mes derniers traits pleinement humains, reconnaissable. Pour le reste, je ne savais plus très bien. Peu après que nous fûmes remontés dans l'autocar, Sun prit la parole. Nous nous dirigions maintenant vers l'hébergement de ce soir, qui serait, elle tenait à le souligner, de la qualité très exceptionnelle. Pas de TV, pas de vidéo, pas d'électricité, des bougies, pas de salle de bain, l'eau du fleuve, pas de matelas, des nattes. Retour nature complet. Ce retour à la nature, je le notais mentalement, se manifestait d'abord sous l'aspect d'une série de privations. Les écologistes jurassiens, qui je l'avais appris malgré moi pendant le parcours en train, se prénommaient Éric et Sylvie, en bavaient d'impatience. Cuisine française ce soir, conclut Sun sans relation apparente. Nous maintenant manger taille, petit restaurant aussi, bord rivière. L'endroit était charmant. Des arbres ombrageaient les tables. Près de l'entrée, il y avait un bassin ensoleillé avec des tortues et des grenouilles. Je restais longtemps à observer les grenouilles. Une fois de plus, j'étais frappé par l'extraordinaire prolifération de la vie sous ces climats. Des poissons blanchâtres nageaient entre deux eaux. Plus haut, il y avait des nénuphars et des puces d'eau. Des insectes se posaient continuellement sur les nénuphars. Les tortues observaient tout cela avec la placidité qu'on reconnaît à leur espèce. Sun vint me prévenir que le repas avait commencé. Je me dirigeais vers la salle près de la rivière. On avait dressé 2 tables de 6. Toutes les places étaient prises. Je jetai autour de moi un regard légèrement paniqué, mais René vint très vite à mon secours. « Pas de problème, venez à notre table !» lança-t-il avec largesse. « On va rajouter un couvert au bout. » Je m'installai donc à la table qui était apparemment celle des couples constitués. Les écologistes jurassiens, les naturopathes, qui, je l'appris à cette occasion, répondaient aux prénoms d'Albert et Suzanne, et les 2 seigneurs charcutiers. Cet arrangement, j'en eus vite la conviction, ne répondait à aucune affinité réelle, mais à la situation d'urgence qui avait dû se présenter lors de l'attribution des tables. Les couples s'étaient regroupés instinctivement, comme dans toute situation d'urgence. Ce déjeuner n'était en somme qu'un round d'observation. La conversation roula d'abord sur le sujet des massages, qui semblait cher aux naturopathes. La veille au soir, Albert et Suzanne, délaissant les danses traditionnelles, avaient bénéficié d'un excellent massage du dos. René eut un léger sourire égrillard. L'expression d'Albert lui apprit vite que son attitude était complètement déplacée. Le massage traditionnel thaï, s'enflamma-t-il, n'avait rien à voir avec on ne sait quelle pratique. C'était la manifestation d'une civilisation centenaire, voire millénaire, qui d'ailleurs rejoignait parfaitement l'enseignement chinois sur les points d'acupuncture. Eux-mêmes le pratiquaient dans leur cabinet de Montbéliard, sans pouvoir naturellement atteindre à la dextérité des praticiens thaïs. Ils avaient pris la veille au soir, conclut-il, une belle leçon.
Éric et Sylvie les écoutaient, fascinés. René toussota avec embarras. Le couple de Montbéliard n'évoquait en effet aucune image lubrique. Qui avait bien pu accréditer cette idée que la France était le pays de la gaudriole et du libertinage? La France était un pays sinistre, entièrement sinistre et administratif. Moi aussi on m'a massé le dos. Mais la fille a terminé par les couilles. Intervins-je sans conviction. Comme j'étais en train de mastiquer des noix de cajou, personne n'entendit, à l'exception de Sylvie, qui me jeta un regard horrifié. J'avalai une gorgée de bière et soutins son regard sans gêne. Est-ce que cette fille était au moins capable de s'occuper correctement d'une bite? Ça n'avait rien de démontré. Dans l'intervalle, je pouvais attendre mon café. « C'est vrai qu'elles sont mignonnes, les petites », remarqua Josette en attrapant une tranche de papaye, ajoutant ainsi au malaise général. Le café se faisait attendre. Que faire en fin de repas si on n'a pas le droit de fumer de cigarette? J'assistais tranquillement à la montée de l'ennui mutuel. Nous conclûmes la conversation avec difficulté par quelques considérations sur le climat. Je revoyais mon père cloué dans son lit, terrassé par une dépression subite, terrifiante chez un homme si actif. Ses amis alpinistes l'entouraient, gênés, impuissants devant ce mal. S'il avait fait tant de sport, m'avait-il expliqué une fois, c'était pour s'abrutir, pour s'empêcher de penser. Il avait réussi. J'étais persuadé qu'il avait réussi à traverser la vie sans jamais ressentir de réelle interrogation sur la condition humaine.